Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité dans votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Alors ce soir, on va clore la saison avec un invité à qui je demande depuis longtemps de venir, mais il est tellement occupé, tellement pris. Et c'est vraiment quelqu'un, c'est marrant de clôturer quelqu'un qui a démarré, c'est un journaliste engagé, militant, citoyen. Il a démarré à Génération Citoyenne d'ailleurs, à la radio Génération. On va accueillir Rafal Yem. Comment ça va, Akli? Et toi? Je suis un peu gêné parce qu'effectivement, 1000 fois tu m'as envoyé des invitations et 1000 fois j'ai dû à chaque fois décaler en disant ouais, je suis désolé Akli, j'ai trop de choses à faire, tout ça, mais vraiment promis, je veux venir dans l'émission et c'est pour ça que je suis là. J'ai bravé la canicule pour être dans ce fauteuil ce soir. Et je te remercie en tous les cas d'être venu parce que c'est surtout pour ton parcours qu'on voulait voir et ton histoire. Alors en fait, qui est Rafal Yem? C'est quoi ton histoire avant de... Ah là là, alors... De quelle origine t'es né? Parce que les gens doivent se poser des questions. T'es un peu bridé, un peu... Enfin, c'est un ovni, Rafal Yem? Aujourd'hui j'ai 38 ans et c'est vrai que quand je fais le tour du monde, les gens sont persuadés que quand je vais en Polynésie, de ce côté-là, on me dit que je suis de là-bas, parce que j'ai fait quelques voyages là-bas aussi pour François. Quand je vais dans le Maghreb, on est persuadé que je suis marocain, donc on va me parler arabe. On peut aussi me prendre pour un Cubain, quelqu'un de l'Amérique du Sud. Quand j'étais au Canada, on pensait vraiment que j'étais un Canadien ou un Américain. Rien de tout ça, je suis d'origine cambodgienne. Mes parents ont fui le génocide des Khmers rouges en 75 et sont arrivés en France à ce moment-là avec les vagues de gens qui venaient justement se réfugier politiquement ici. Et puis ils sont arrivés en Normandie et moi j'ai grandi à Hérouville-Saint-Clair qui est une ville de banlieue ouvrière qui est juste à côté de Caen. Et voilà, j'ai fait mes premières armes là-bas, le collège, le lycée, là où j'ai attrapé aussi l'envie d'écrire et de parler des autres. J'ai commencé dans un journal du collège, en dessinant un petit peu, et puis j'ai commencé à écrire des papiers sur la vie du quartier, et ça nous a tellement plu que j'ai fait mon stage professionnel dans une radio associative. Je me rappelle, c'était la plus haute tour de la cité. Tout le monde avait un petit peu peur d'y aller, parce que tu sais, t'avais tous les grands qui étaient là-haut qui étaient là la nuit. Puis nous, on était des gamins, on était des ados, donc on allait avec nos sacs à dos, nos disques pour faire cette émission de radio et on a fait de la libre antenne. Pareil, on recevait les artistes locaux. Et puis petit à petit, j'ai réussi notamment grâce à l'entremise d'un attaché de presse parisien qui s'appelle Fawzi Menyeri, qui à l'époque bossait dans un label qui s'appelle Hostile. Lui m'a invité à Paris pour aller faire une interview de célébrités, de gens connus. C'est la première fois que je venais à Paris, c'était Ayam. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire des papiers, j'ai travaillé de façon professionnelle en tant que journaliste, même si j'ai pas fait d'école. Alors c'est vrai, c'est que tu étais vraiment un autodidacte, Rafal, mais comment t'es venu l'idée, parce que on va parler aussi après de ton passage à Génération, comment t'es venu l'idée d'avoir ce ton un peu impertinent, parce qu'après on viendra aussi à Fumigène, tout ça, ouais. et avec Norman et d'autres, et tu citeras les copains, ouais. Mais comment t'es venu l'idée de ce ton qui était particulier à Génération, parce que la Rafale c'était devenu une émission qu'on suivait, parce que c'était, et moi je suis avec des gens, c'est vrai qu'il y avait un ton qui était assez particulier. Comment t'es venu l'idée, parce que t'es particulier dans le paysage audiovisuel, si je puis dire. Justement, moi j'ai pas forcément cherché, aujourd'hui je fais de la télé, mais j'ai pas forcément cherché à en faire. J'étais très vite passionné de radio, et comme tu le soulignais, je suis autodidacte, ça veut dire que j'ai appris sur le tas. À l'époque, on nous avait pas dit qu'on pouvait avoir des bourses scolaires pour faire des écoles de journalisme, donc très vite, moi je m'étais dit que d'où je venais et où j'avais grandi, c'était pas pour moi ce genre d'école. Donc c'est pour ça qu'on a fait plutôt de l'associatif, et je pense que justement cet engagement il vient de là, il vient du milieu associatif. Parce que je fréquentais la MJC, parce que très vite on nous a dit, quand on voulait monter des projets culturels, quand on a voulu monter un journal, aussi chez nous, on nous a dit montez-vous en association. Et c'est comme ça que c'est venu, et évidemment tu te nourris aussi de tout ce qui t'entoure, donc la mixité qui existait et qui existe toujours à Hérouville-Saint-Clair et que je retrouve aujourd'hui là où j'habite à Montreuil, dans le 93. Voilà, je pense que c'est tout ça qui m'a forgé et qui est arrivé avec ce ton. Alors j'ai souvent dit que je faisais HEC pour rigoler, les hautes études du culot, pas les HEC des politiques que tu peux recevoir ici sur ce fauteuil, un autre HEC, et voilà, ce ton, c'est moi. Je me suis pas formaté dans une école pour le coup, c'est peut-être un mal pour un bien finalement. Et puis je suis assez freestyle, je suis comme je suis dans la vie, c'est-à-dire que si tu me croises dehors,
je sais pas, dans une soirée, au supermarché, dans la rue, je vais être pareil qu'à l'écran, à la radio ou dans ce que j'écris. J'essaie de mettre un projecteur, d'écrire, de donner la parole aux gens dont les combats me semblent justes, sincères, et ceux de la réalité aussi. Ce qui m'entoure, là où je vis, comment je le vis. Et puis, voilà, même si quelquefois ça m'a posé des problèmes, c'est-à-dire que je me rappelle de producteurs à l'époque qui me disaient « Mais Rafale, il faut que déjà que tu as un profil atypique, il faut que tu choisisses entre l'information et le divertissement. Tu peux pas faire les deux en même temps. » Et puis ces mêmes producteurs que je revois maintenant depuis quelques années qui me disent finalement t'avais peut-être raison. De l'époque, ouais. Ah ouais, restez toi-même parce qu'aujourd'hui les gens ont besoin de ça, de se retrouver à la fois du feel good mais d'entendre des choses ou de voir des gens qui leur ressemblent. Est-ce que c'est justement parce que, effectivement, c'est ce que je retiens de truc, et tu vas nous dire si c'est Rafale, si c'est ton vrai prénom ou pas, ou si c'est justement ce nom que tu as pris parce que justement t'envoyais à l'époque, comme on dit, t'envoyais dans le truc, le culot. Est-ce que c'est justement ça, cet accent de sincérité qui fait aujourd'hui un peu ta marque de fabrique? Parce que souvent, et tu as dit, les producteurs disaient il faut faire ça, il faut faire ça, on essaie de formater des gens pour qu'ils soient plus eux-mêmes. On a l'impression que c'est des robots, que c'est un peu des reproductions oligarchiques, on peut parler de politique, de culture, tout ça, de gens qui font les mêmes écoles de journalisme, comme les mêmes réflexes, les mêmes codes. Est-ce que c'est pas justement ça, toi, cette part de sincérité naturelle, et on va revenir après sur le parcours de Fumigène, pourquoi vous avez créé Fumigène, est-ce que c'est pas ça qui fait ton label et ta différence un petit peu? Est-ce que c'est pas ça aujourd'hui, on va parler aussi de Flash Talk, qui fait aussi que les gens apprécient? Les gens disent le chapeau aussi, qui est là, que je peux lever, hein, je n'ai rien à cacher. Et je le lève et j'en profite parce qu'il fait super chaud aujourd'hui en fait. C'est encore la canicule, je vous le dis. J'espère que d'ailleurs que les gens passent de bonnes vacances. Et hydratez-vous surtout. Hydratez-vous. Nous on a l'eau ici. Voilà, c'est ça. C'est pas voulu, c'est pas une stratégie de se dire ah ouais, il faut que j'ai un ton particulier, il faut que je sois cool, il faut que je sois habillé comme ça. Non, j'essaie vraiment d'être moi-même. Et puis, je pense que ça vaut à tous les échelons de la vie, d'être soi-même et que le succès, la réussite ne peut venir que quand on est fidèle à ses convictions, aux siens, de là où on vient, et puis, quand on connaît son histoire, et puis voilà, aussi face au public que je rencontre. Ouais, la Rafale, alors effectivement, c'est pas mon vrai prénom. Je m'appelle Raphaël. Mais il n'y a plus que 2 personnes qui m'appellent comme ça. Ma mère et ma meilleure amie Émilie. Même ma femme ne va pas m'appeler comme ça, je t'assure. Et effectivement, Rafale, c'est un blaze qu'on m'avait donné quand j'étais plus jeune. Parce que dans les quartiers, on se chambrait et tout, et t'envoyait. On se chambre, on se donne des surnoms. Et puis voilà, moi c'était Rafale de balle. C'est presque un monde de rappeur. Pourtant, je n'ai jamais su rapper. Presque un monde de graffeur-tagueur. Je n'ai jamais fait ça non plus. Mais voilà, c'est comme je viens aussi de ce milieu de la culture hip-hop, c'était une habitude qu'on a toujours, et Rafale c'est resté. Et puis voilà, ça apporte aussi un peu d'originalité au truc, quoi. Ouais, mais c'est son truc. Mais c'est vrai que c'est original. Donc, tu as fait combien de temps, alors, du coup, à Génération Alors, ouais, tu parles de Génération où on s'est croisés. Je suis arrivé à Génération, j'y suis resté 2 ou 3 ans. J'ai travaillé avec Chloé Juel, qui déjà, elle, animait cette émission qui s'appelait Génération Citoyen, avec un pitch mortel qui était justement pas forcément de voir se confronter, mais en tout cas de se rencontrer quelqu'un de la culture hip-hop et quelqu'un du personnel politique. C'est là où je t'ai vu quand Ucho est venu avec Youssoupha, tu vois, c'est pour te dire, voilà. C'était dans les années 2004, même 6 ou je sais plus. Voilà, maintenant c'est entre 10 et 15 ans, il y a 10 et 15 ans, pour donner une grande fourchette. Et on a fait des rencontres de ouf. Et je me rappelle tout le monde est venu au final, parce que tout le monde est venu. Au début, il y en a qui voulaient pas venir parce qu'ils avaient peur que tu les rafales, mais justement. Non, mais je pense que c'était pas moi, c'était surtout les politiques, dire ouais, on n'a rien à faire avec ces gens-là. Mais en même temps, on avait des gens du milieu hip-hop, des rappeurs ou des rappeuses notamment, qui prenaient position dans leurs textes et qui n'hésitaient pas non plus à dénoncer les décisions de celles et ceux qui ont été élus ou qui nous gouvernaient. Donc on s'est dit, à un moment, il faut les mettre face à face et qu'ils se parlent. Je me rappelle d'une émission entre Christine Boutin et Démon One de la Mafia Cafri.
mais on était dans l'espace. Et pourtant, il s'est dit des choses vraiment intéressantes. Tu parlais de Youssoupha, mais effectivement, tout le monde est venu, à un moment, c'est devenu un rendez-vous incontournable, justement parce qu'il était engagé, parce que c'était un haut-parleur aussi de ce qui se passait dans les quartiers populaires. Et puis, voilà, on avait envie de porter notre voix et de dire qu'on, contrairement à ce que les médias mainstream disaient, on était dans le débat public et ça nous intéressait. C'est vrai parce que je prenais cet exemple-là pour dire l'intérêt de cette émission. Pour une fois, on avait un politique qui parlait à quelqu'un qui était rappeur, qui était dans une autre réalité, une autre dimension, et on essayait de dialoguer pour comprendre la société, pour sentir, pour comprendre. Et c'est vrai que dans l'émission, tu essayais de faire en sorte de comprendre les enjeux du politique, sa position, ses difficultés, etc. Et puis les aspirations des gens, non? C'était un peu ça qui faisait la force de l'émission. Totalement, et c'est... j'ai presque envie de dire une ligne éditoriale pour rester dans le champ lexical du journaliste. Personne ne le faisait. Peut-être novatrice, mais en tout cas c'est comme ça qu'on le voyait et à laquelle moi je suis resté fidèle toutes ces années. Et encore aujourd'hui, ce que je fais par exemple dans Flash Talk, une émission qui est diffusée sur François et la chaîne parlementaire, c'est pas plus que ça. C'est-à-dire que des gens, avec leur parcours, viennent se parler avec l'originalité peut-être, je sais pas si on bouscule ou pas, que des gens de la vraie vie sont là. Des gens des quartiers populaires, des mamans, des personnes âgées, des gens de confessions différentes, des gens qui ont un niveau social différent aussi, des gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'antenne pour parler crûment, des noirs, des mamans, des arabes, des musulmans, des asiatiques, des jeunes, des seniors, des personnes en situation de handicap. Ils viennent parler autour du tapis de Flash Talk, ce qu'on faisait déjà à l'époque de Génération Citoyen, ce qu'on faisait aussi et ce qu'on fait dans Fumigène, ce que je fais aussi sur France 3 tous les matins, c'est ça qu'on fait, c'est juste que la vraie vie, avec les vrais gens, on les voit à l'écran. C'est pour ça que je le sais, mais alors on va y venir parce que tu l'as cité. Alors c'est quoi cette aventure de Fumigène? Comment est venue l'idée? Comment ça a germé? Et quels sont tes complices dans cette histoire de Fumigène? Parce que ce Fumigène, c'est quand même assez... Et je trouve, juste pour, à titre personnel, pour le lire, j'inviterai les gens à le lire beaucoup plus, je pense que c'est un journal qui est assez méconnu, compte tenu du traitement justement d'informations qui est aussi un peu novatrice, parce que là aussi vous donnez la parole à des vrais gens. Merci beaucoup en tout cas de le souligner. Fumigène, c'est une aventure qui a commencé quand moi j'étais ado. Donc c'est d'abord un fanzine, c'est-à-dire qu'au départ c'est fabriqué à la main. Vraiment, il y avait à peine des ordinateurs à l'époque. Quand je te dis ça, on n'était même pas à l'époque d'Internet. Donc on découpait des photos, on les collait sur des pages blanches, les ramettes de papier, on les piquait dans les photocopieuses de la bibliothèque d'Hérouville-Saint-Clair. On s'en est expliqué, excusez depuis, mais... Elles voyaient bien les bibliothécaires ce qu'on faisait, mais ça avait l'air intéressant, donc elles nous ont jamais dénoncé. On photocopiait ça à la MJC la nuit et on distribuait ça dans le quartier. Et petit à petit, ce journal s'est développé. L'idée, c'est la catchline de ce journal, c'est littérature de rue. Donc tout ce qui a trait au quartier, notamment au quartier populaire, parce que c'est là d'où on vient. On avait l'impression aussi qu'il y avait un déficit médiatique par rapport à tout ça. On était plus dans le négatif que de parler de la vraie vie et quelquefois des actions positives. Donc nous, on avait envie d'équilibrer tout ça à notre petite échelle, quoi. On n'était personne, mais on le faisait quand même. Et puis c'est devenu un journal régional, imprimé, et puis après national. Ça a toujours été un journal associatif. Il a même été en kiosque pendant quelques années, au même titre que Respect Magazine à l'époque. On n'était pas des concurrents, mais en tout cas on était assez complémentaires. Il y avait un vrai vide à ce moment-là. Et puis comme ça a toujours été un journal fabriqué, pensé et boosté par des bénévoles, c'est vrai qu'il a peut-être pas la surface qu'il mérite, parce que malgré tout on a parlé très vite de thématiques qui font toujours l'actualité, les discriminations, les origines, le vivre ensemble, le débat interreligieux, interquartier aussi, les success stories, comment, entre guillemets, s'en sortir, en tout cas retrouver la dignité, tout ça, on en a parlé et on continue d'en parler, mais aujourd'hui plutôt sur une plateforme, sur le web, donc www.fumigène.net, avec un magazine print, mais qu'on voulait trimestriel, mais on n'y arrive pas. On n'a pas les moyens humains et aussi financiers, parce qu'on est, j'allais dire, indépendant. Il n'y a pas de grandes marques derrière nous, il n'y a pas les institutions derrière nous, donc on le fait vraiment à la sueur et avec, moi je vais impulser de l'argent que je gagne professionnellement dans les autres émissions dans Fumigène, on va appeler à des cagnottes aussi pour que les gens nous filent des coups de main, et on a plein de copains qui bossent dessus et qui, dans le secteur militant, sont des gens aussi crédibles. Je parle de Noman,
journaliste. Qu'on a reçu, journaliste, photographe engagé, exactement. Vraiment très engagé, et il fait des superbes photos. C'est un super photographe. Exactement, avec Julien Pitinum aussi qui est à Tourcoing et qui tient aussi l'antenne fumigène là-bas. Impulsé aussi par Erosana, ce collectif Œil, qui a aussi longtemps été notre directeur de publication. Ouais. Effectivement, photographe également, Nora Hamadi, qui a fait ses armes sur Public Sénat et qui aujourd'hui est sur Arte dans l'émission Vox Pop, Peggy Derder aussi, qui est une historienne. Peggy, oui, qu'on connaît de Seine-Saint-Denis, qui est toujours très militante, très active. Co-lancé la journée sans immigrés, donc voilà, tous ces gens-là. 24 heures sans nous, c'était. Exactement. Donc pas mal de gens, pas mal d'énergie, de belles personnes, des plus jeunes aussi, à qui on met le pied à l'étrier. Des gens de chez nous aussi sont venus faire leurs armes. Je pense à Jalal, qui est parti chez Click TV et qui maintenant travaille pour Agi+. Je pense à Alan, qui a bossé chez nous et qui aujourd'hui est chez Quotidien. Et d'autres personnes que j'oublie, j'en suis vraiment désolé. Mais des gens aussi qui ont pu passer par Fumigène. Alexandre Reza aussi chez Reporter. Et qui aujourd'hui font leur chemin et ont apporté, je pense, portent dans ce qu'ils écrivent, dans ce qu'ils filment, dans ce qu'ils prennent en photo, une vision différente à la fois du journalisme et de notre société, de notre époque, comparé à ce qu'on peut voir ou lire dans les médias mainstream. Alors, justement, c'est l'occasion. Je t'en prie. Justement, c'est l'occasion pour ceux qui nous regardent. Donc, www.fumigène.net. Je pense que ceux qui veulent faire des dons, parce que effectivement, ils font pas de pub, ils font pas, c'est à leur honneur, mais on peut faire des dons. C'est déduit des impôts, 66%. Donc, ça permettrait d'aider Fumigène Mag, et en plus de former de nouveaux journalistes, comme il a dit, de jeunes journalistes qui seront là et qui pourront effectivement faire une carrière et avoir un traitement différent de l'information. Parce que nous-mêmes, on ne change pas les choses en étant inactifs ou en soutenant pas. Donc c'est une occasion pour certains qui ont les moyens de pouvoir soutenir, faire un don comme tu as dit, Cagnotte, et de profiter de cette émission pour dire on peut soutenir Fumigène Mag. Bien sûr, il y a des gens très influents et très riches qui regardent le Café Mort, donc faites-le. Voilà. Donc vous avez compris, faites-le. Et alors, donc du coup, on va bien sur ce travail sur Fumigène qu'on peut accompagner. Et comment t'es arrivé donc à la télé pour justement le talk que tu fais aujourd'hui, donc que tu vas nous dire le nom, et comment t'es venu l'idée de ce talk un peu aussi décalé, un peu comme c'est ta génération. Ce qui est dingue, c'est que je le répète, j'ai pas du tout cherché à faire de la télé. Le premier qui m'a donné la chance, c'est Paul Amar. À l'époque, il avait une émission qui s'appelait États généraux, et l'histoire elle est simple. Un jour, je viens interviewer Paul Amar pour Fumigène, justement, pour un portrait, parce qu'on avait remarqué qu'à la télévision, il y avait très peu de gens de couleur, encore moins des jeunes de couleur ou de jeunes de quartier populaire, donc avec une autre histoire sociale. Et puis lui, il avait cette émission où il avait des étudiants qui venaient parler, et on avait remarqué qu'il y avait des gens de couleur dedans. On dit, bah, c'est bien, donc on est allé lui poser la question en disant, bon bah c'est cool, vous faites ça, pourquoi vous faites ça? Et puis lui, il nous avait expliqué qu'il a été, justement, il avait envie de transmettre aujourd'hui, et puis qu'il y avait une jeunesse à s'engager qui voulait mettre à l'antenne. Très bien, on fait le portrait, tout va bien. 2 jours après, je reçois un coup de fil de son assistante qui me dit « Paul a beaucoup apprécié ton interview, il aimerait beaucoup que tu viennes dans l'émission. » Je dis « Mais pourquoi faire ?»« Bah pour que tu puisses interroger les politiques avec lui. » Je dis « Ok, très bien, je tente le coup. » Pareil, c'était bénévole, tu vois, à cette époque. Je me rappelle, je payais mon billet de train pour venir, mais ça me semblait intéressant. J'ai fait ça 1 année, 2 années. Et puis c'est un peu comme ça que ça a commencé. J'ai ensuite été co-chef d'une émission qui s'appelle Tum Tum, présentée par Juan et lancée par les copains de Cool Ops Productions. Là où pareil, on a amené une personnalité dans un quartier populaire. On voulait pas que ce soit rendez-vous en terre inconnue, mais on voulait juste qu'une personnalité, quelqu'un qui pouvait amener les caméras médiatiquement, puisse justement renvoyer tout ça sur tous les gens qui faisaient bouger le quartier. Et puis de là, je suis allé bosser à la matinale de Canal+ aussi comme chroniqueur. Ça a été ma pire année parce que j'avais l'impression que je n'étais pas du tout fait pour ça. J'avais le trac, j'avais peur de tout, je n'aimais pas ce que je renvoyais à l'antenne, je bafouillais tout le temps. Et puis j'ai un peu laissé tomber la télé et puis on est revenu me chercher sur MTV où j'ai été pendant 8 saisons justement la figure française de cette chaîne. Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. Enfin, pas que ça a commencé, mais que ça a continué. Parce que j'ai continué à faire de la radio, de la presse aussi. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai bossé à France Culture, à France Inter, Radio Nova aussi quelques années, le magazine Rolling Stone, j'ai écrit dans Libération. J'ai fait pas mal de choses, tout en restant sur ma ligne édito, parler des gens, parler des quartiers populaires, parler des initiatives positives, lutter contre les discriminations. Voilà, c'était vraiment... C'est toujours aujourd'hui mon cheval de bataille. Et puis on m'appelle pour Flash Talk.
une émission un peu folle, on va dire, bah, vous savez quoi, quand on m'a présenté, j'ai pas eu l'idée, hein, c'est une production qui s'appelle Zadig, qui a l'idée de dire, voilà, on va filmer au téléphone portable la réaction des gens quand vous allez débattre d'un thème de société autour d'un tapis posé dans la rue. Ça peut être dans une université, un restaurant, un hall de gare, dans un métro, place de la République, ça peut être à Stein, à Saint-Denis, devant la basilique. Voilà. J'ai passé les essais et il s'avère que ça a matché tout de suite. Et aujourd'hui, l'émission va entamer sa 5e saison, toujours sur François et la chaîne parlementaire, jusqu'au mois de décembre prochain. Elle ira ensuite sur une autre chaîne du groupe France Télévisions, puisque François va s'arrêter en juin 2020. Mais l'émission va continuer, donc va lui survivre. Et puis il ne se passe pas une journée sans qu'on m'arrête dans la rue pour me parler de cette émission, parce que les gens disent ça fait du bien, on entend des vrais gens parler, vous laissez la parole à tout le monde. Et je vais même te dire un truc, c'est-à-dire que on pose des questions en disant bon, qui a envie de prendre la parole autour du tapis, et aussi sur les réseaux sociaux, souvent les gens ne lèvent pas la main. Donc on va voir les gens, on leur passe le micro, et comme je suis assez sadique, je vais toujours vers les gens qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'antenne. Tu remarqueras ça. Et ils ont toujours quelque chose à dire et souvent très pertinent. C'est ce qu'on dit. Aujourd'hui, autour du tapis, il y a certes des experts qui viennent nous parler, mais tout le monde a un avis sur la thématique dont on parle aujourd'hui. Et je pense que c'est ça qui fait le succès de l'émission. Mais c'est ça ce qui fait le succès de l'émission, mais au-delà de l'émission, tu m'as dit que c'est pas toi qui l'avais mis en place, mais c'est le concept de l'émission te correspond parce que c'est ton engagement depuis toujours. Exactement. Dis-nous, est-ce que c'est quoi? C'est que c'est ce gamin d'Hérouville, c'est clair, qui sentait qu'on ne parlait pas de sa vie, de son quotidien, qui avait envie de se lancer pour en parler, pour dire hey, on existe, on est là. Tu sais, ce qui est fou à Cli, c'est que quand j'étais gamin, je me rappelle, ma fille, elle a 4 ans, elle est à la maternelle là, et c'est quelqu'un de très dynamique et tout. Tout l'opposé de ce que moi j'étais à la maternelle, et même à l'école primaire, c'est-à-dire que j'ai été très timide, et je crois que pendant les 2 premières années, j'ai pas dit un mot là-bas parce que j'étais super timide, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais effectivement, moi, j'ai envie de donner la parole parce que j'ai envie de donner la parole aux gens qui ne l'ont pas. Et d'attirer aussi les projecteurs ou les caméras ou les micros sur des combats, des injustices sociales dont on ne va pas forcément parler dans d'autres médias, ou pas assez, ou que ça colle pas assez à la réalité de ce que nous on connaît. Et effectivement, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la révolte, de se dire à un moment on veut aussi l'égalité dans les médias, l'égalité à l'écran. Et ça doit passer par ça doit passer par des gens qui y vont, qui ouvrent des portes. Je parle de Nora Hamadi, mais Mouloud Achour le fait aussi. J'ai connu Mouloud quand il faisait ces petites émissions de Ciel Matin qui m'interviewait. Il y a une émission célèbre qui est restée, où il est venu voir, mais il m'appelait Monsieur le maire à l'époque, parce que Mouloud, qu'on salue d'ailleurs, qui a été aussi un précurseur qui vient de la cité, qui a parlé de parcours. Voilà. Et moi, je m'inscris dans cette lignée-là, dans ce que faisait Radio Nova aussi à l'époque. Mais des gens nous ont ouvert les portes. Maintenant, on est là, c'est à nous de le faire. Moi, je vis vraiment le truc comme ça. Je prends beaucoup de temps à rencontrer des gens qui en veulent en savoir plus sur mon parcours et savoir comment j'ai fait. Je donne des masterclass aussi quand on m'invite dans les écoles de journalisme aujourd'hui, parce qu'apparemment, il y a un cas Raphaëliem où je vais expliquer ce que je fais, tu vois, en disant j'ai pas de carte de presse, mais malgré tout, voilà, je fais ce métier-là, peut-être autrement. Mais voilà, c'est notre mission aujourd'hui. C'est en train de changer. J'ai un copain qui s'appelle Reza Pouniwachi, que j'ai rencontré à Nova, qui a bossé pour Canal et qui a été chez Vice aussi, et qui aujourd'hui fait plein d'autres choses. Il nous disait, tu sais, moi ce que je te souhaite, c'est qu'on te voit plus à l'antenne, mais que tu diriges des choses. Je lui dis mais non, mais moi je saurais pas faire ça. Il m'a dit mais c'est ça. Aujourd'hui notre step, ça doit être ça. C'est que des gens qui ont ce vécu et ce parcours, je te parle de moi, mais il y en a d'autres, hein, évidemment, de Nadir Dandoun à Rokhaya Diallo, il y en a vraiment d'autres, qu'on prenne d'autres responsabilités pour pouvoir justement changer les équipes éditoriales aussi, les mettre, qu'elles correspondent avec la France et l'époque qu'on connaît, nous, la réalité qu'on connaît aujourd'hui. Changer les équipes, changeront les reportages, changeront les films qu'on produit, changeront les écrits, les émissions, et les feront à l'image de la France et la société que nous on vit.
Oui, parce qu'on a besoin de parler, parce que souvent les gens nous parlent beaucoup de vivre ensemble. En réalité, ils parlent d'un concept dont ils n'ont même pas une once sur eux. C'est un peu comme si un VRP, il n'avait pas de produit à te vendre, quoi, non? C'est en train de bouger, petit à petit, parce qu'il y a eu aussi des initiatives, justement, pour des promotions, des classes, des promos d'écoles de journalisme, qui permettaient aux gens, aux élèves des quartiers populaires, de rentrer aussi et d'avoir une formation. Mais c'est pas tout. Moi, je pense qu'il faut aussi, c'est bien de faire ces formations, hein, totalement. Aller à l'école, c'est important. Se former, mais on se forme aussi dans la vie. Moi, c'est ce que j'ai fait. On se forme sur le terrain, on se forme en lançant ses propres initiatives, son asso, son média. Aujourd'hui, en plus, avec les réseaux sociaux, Internet, on peut le faire de plus en plus facilement. Ça peut péter vraiment via Instagram, via Facebook, via Twitter, via Snap aussi. Et puis aller dans le combat aussi, les associations, aller sur le terrain aussi. Moi, je pense que souvent on me dit ouais, mais quelquefois t'es pas objectif. Je pense que tous les journalistes sont subjectifs et que chacun pense avoir une certaine objectivité. Mon objectivité, elle est celle-là, elle est celle d'un gamin des quartiers populaires qui aujourd'hui est resté fidèle à tout ça et qui milite dans ce qu'il écrit, dans ce qu'il raconte, à qui il donne la parole pour le vivre ensemble et pour le mieux vivre ensemble. La vérité, c'est comme l'universel. On a chacun sa part, non? Chacun sa part. C'est une part de vérité que tu amènes. C'est pas la vérité, c'est ta part de vérité. Évidemment. Il faut que les gens intègrent ça. C'est ça aussi le journalisme. Si on écoute Béa, ce qu'on fait, on le voit bien. Les gens arrivent à monter les uns contre les autres. On l'a vu avec les gens, les blacks, les rebeux, enfin des trucs, parce que les gens pensent que c'est la vérité absolue. Totalement. Il faut prendre du recul, aussi s'informer et puis faire et vivre les choses justement pour se nourrir. Et pour pouvoir construire son point de vue. Alors, avant de clore l'émission, Raphaël, parce que moi... Je parle beaucoup. Non, au contraire, on pourrait faire plus long, c'est dommage qu'on ait ce temps à partir, mais pour ce portrait, et comment ça se passe? Parce qu'on te voit souvent dans des photos, moi je trouve ça vraiment comme, même quand tu es avec ta femme et ta fille, quand tu es en vacances, des fois je suis un peu parce que ça m'arrive sur les fils, et je trouve qu'on est en train de partager ta vie, quoi. Ouais. Et on a l'impression que c'est vachement... mais moi je me pose une question, comment tu fais pour avoir toutes ces activités, t'occuper de la petite qui a 4 ans, ta femme, c'est quand même, une famille, c'est quand même de l'engagement, de l'investissement, comment tu gères ça? Parce que tu es vraiment souvent dehors, fumigène, par là, enfin beaucoup d'actions militantes en plus, toi tu es vraiment de l'engagement, il n'y a pas que le boulot, il y a tout ce qu'il y a autour. Comment tu gères ça? Comment on gère ça? Bah, je pense que je suis quelqu'un de très organisé, je suis sûrement quelqu'un qui a une conscience militante mais qui aime aussi s'amuser. Donc on voyage beaucoup, ma femme travaille à son compte, elle est chef de cuisine. Oui, on sait qu'elle est chef. On avait aussi d'ailleurs un projet de restaurant, c'est une des aventures qui va nous occuper beaucoup, c'est l'ouverture de son restaurant prochainement à Montreuil, chez nous, dans notre ville d'adoption. Et puis on a une petite fille mortelle qui s'appelle Iki. Vous n'avez jamais vu son visage sur les réseaux sociaux, mais les copains et les copines qui la croisent disent « Ah, ça y est, on te voit enfin !» Et qui est adorable, à qui on avait envie de montrer le monde. Moi, j'ai pas eu plus jeune les moyens ou la chance du coup de voyager, de faire des activités super cool. Je me rappelle moi de tous ces étés passés à la maison, même quand tous les copains allaient au bled, moi j'étais à la maison. Donc j'avais pas du tout, et ma femme non plus, envie de ça pour notre fille. Donc on sacrifie beaucoup de choses pour donner la priorité à notre famille. Je pense que c'est ça aussi qui fait que je suis aussi content et aussi à l'aise dans toutes les émissions que je co-présente ou aux initiatives que je lance. Et pour te donner un exemple très simple, je pars avec ma fille à la marche 3 pour Adama Traoré à Beaumont. C'est l'après-midi et le soir on va à un festival qui s'appelle Lollapalooza à Longchamp, où on va revoir des copains artistes de Orelsan à Ayam. Et c'est notre vie aujourd'hui, on essaie de la vivre la plus simplement possible, de kiffer et aussi d'inspirer les gens, parce que tous les gens qu'on rencontre nous inspirent beaucoup et nous on essaie de le rendre aussi via les réseaux sociaux et puis dans la vie de tous les jours tout simplement. Raphaël, merci. En tous les cas, la saison est terminée avec toi. Je pense que les gens vont autant apprécier que moi cet échange, cet entretien. Moi, j'ai kiffé en tout cas. Merci de nous avoir. Merci d'avoir insisté. Merci de nous avoir partagé l'univers. Et comme tu l'as dit, Raphaël, il y a la réciprocité, c'est je donne, je reçois et je rends. Et donc effectivement, il a envie de partager sa vie un peu avec tout le monde. Il a envie de partager ce qu'il a appris des autres. Il a envie de le rendre, c'est l'altérité. Et donc je crois que sur ces belles paroles qui peuvent nous inspirer, on a tout l'été pour méditer. On se retrouvera en septembre avec de nouvelles émissions. En tous les cas, je vous souhaite de bonnes et agréables vacances. Et merci de votre fidélité.
rendez-vous en septembre. Bonne continuation et bonne soirée pour ceux qui nous regardent.